Marx d'abord. Qu'il y aurait à l'intérieur du capitalisme des contradictions internes qui aboutiraient forcément à son dépassement ou à tout le moins à son éclatement. Marx n'est pas le seul à avoir pensé ça. La majorité des économistes de son époque ont pensé les mêmes choses sur des sujets différents. Ricardo pensait que ça ne pouvait pas continuer parce que les terres agricoles valaient de plus en plus cher et qu'il y avait de plus en plus de monde, conséquemment que les salaires agricoles, les salaires des ouvriers agricoles baissaient pendant que la valeur des terres augmentait et donc l'accroissement des inégalités était gigantesque. Il pensait que c'était mortel puis ça allait jamais pouvoir continuer beaucoup plus qu'une dizaine d'années. Il s'est trompé. C'est pas arrivé. Ce qu'il avait en tête, c'est que l'agriculture, c'est l'essentiel de la vie sociale. L'agriculture, aujourd'hui, ça vaut des fortunes. C'est des entreprises de très grande valeur, difficiles à acheter, ça pose des problèmes de transmission, etc. Mais ça représente 2 de l'économie dans les pays développés. Conséquemment, la contradiction que Ricardo voyait, elle est comme disparue d'elle-même parce que la place de l'agriculture a cessé de devenir quelque chose d'essentiel ou de dominant dans la vie sociale. Il doit y avoir en quelque part une erreur dans Marx aussi. Parce que l'éclatement du capitalisme, il ne voyait pas ça pour 1000 ans plus tard. Il voyait ça pour dans les semaines qui allaient suivre, dans les mois ou dans les années. On est 150 ans plus tard. Il y a beaucoup de choses qu'il dit, qui montrent, puis on ne peut pas le lui reprocher, mais on peut lui reprocher d'avoir pensé qu'il avait vu tout et qu'il n'avait pas compris sa propre ignorance. On ne peut pas savoir ce qu'est l'avenir. Qui aurait pensé qu'une grande partie des travailleurs, qu'il y aurait tant de travailleurs que ça à Montréal, qui font des jeux vidéo? Pensez-vous que Marx a une quelconque chance d'avoir pensé à ça? Aucune. Les gens qui travaillent, les emplois qu'ils occupent, les choses à quoi ils participent, Marx ne peut pas les avoir vus. Il ignore, mais complètement, et ce qu'est la nature, et ce qu'est la société, et il ne peut pas penser ce qui arrive maintenant. Et c'est ce qu'il n'a pas vu, c'est que la société allait connaître le développement de savoir qui est le nôtre, les types de technologies qu'on avait développées, les types d'objets qu'on avait développés, les types d'activités qu'on allait avoir, et conséquemment, bon, il dit des conneries. Dans l'intervention d'Éric Martin, le thème central, c'est l'idée de l'apprenti sorcier. On ne sait pas où on va, parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Je traduis. On ne sait pas où on va parce qu'il n'y a pas de dictateur qui nous dise où aller. Et il n'y aura de pilote dans l'avion que sous la forme d'un dictateur. Les Soviétiques l'ont essayé, les Chinois l'ont essayé, ça donne toujours la même chose. Si vous voulez un pilote dans l'avion, vous ne pouvez pas avoir en même temps la démocratie et vous ne pouvez pas avoir en même temps la création de richesse. Parce que création de richesse et démocratie, ce n'est pas si incompatible qu'on pense. La création de la richesse dépend de la liberté que vous donnez à ceux qui pensent, à ceux qui travaillent, d'inventer.
si vous les empêchez d'inventer parce qu'il y a un pilote dans l'avion et que les autres doivent faire ce que le pilote dit, vous n'aurez pas de création de la richesse. Les Soviétiques n'ont pas réussi. L'Union soviétique, qui devait être le lieu où les forces productives allaient s'épanouir, puisqu'il n'y avait plus de méchants capitalistes pour dominer les classes prolétariennes, l'Union soviétique n'a pas produit. Nommez-moi une invention soviétique qui domine la vie sociale maintenant. Il devrait y en avoir des dizaines, des centaines, des milliers, puisque c'était là la vraie place où l'homme était enfin libre d'agir selon sa nature. Ah ben, c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. C'est là où il n'y a pas de pilote dans l'avion que la richesse a été créée. Et l'Union soviétique s'est progressivement effondrée. Et ce qui arrive actuellement en Chine, l'ouverture au marché est essentielle pour résoudre leurs problèmes. Ils viennent de comprendre. Ça fait 30 ans qu'ils ont changé de voie et ils ont considérablement amélioré leur sort. Ils sont loin d'être sortis du bois, mais ils ont considérablement amélioré leur sort en laissant à l'initiative personnelle le soin de travailler sans qu'un pilote dans l'avion dise quoi faire. Une minute? Il me reste encore une minute. Une petite minute, élément de conclusion. Je pensais que tu allais me couper les doigts. Une dernière remarque, je vais revenir là-dessus, probablement. Il y a un sophisme que j'aime bien, parce qu'il me semble facile à démolir. C'est celui de l'impossibilité d'un développement infini dans un monde fini. Là-dessus, je vais finir par faire un petit travail. Ça joue sur une espèce d'évidence qui n'en est pas une. Fini, infini, c'est deux contraires, conséquemment, c'est contradictoire. Si vous pensez l'intérieur de la chose, imaginez ça sous la forme, par exemple, de la physique nucléaire. Imaginez les anciens qui vous disent, vous ne pouvez pas faire plus, écoutez, c'est juste un grain de sable. Imaginez le physicien nucléaire maintenant qui dit, ouais, mais un grain de sable, c'est pas aussi fini que tu penses. Si tu regardes à l'intérieur, il y a des forces que tu sous-estimes. Et dans ces forces-là, tu peux faire beaucoup plus. On n'a aucune idée. On ne peut pas savoir ce qu'on saura dans 50 ans. On ignore ce qu'on saura dans 50 ans. On n'aurait pas pu prévoir qu'on pourrait mettre tant d'informations. Ça, c'est plus puissant que le gros ordinateur que je me suis acheté il y a 35 ans. C'est beaucoup plus puissant. Et si vous m'aviez demandé il y a 35 ans si ça avait une chance d'exister, je vous aurais dit, ben voyons, c'est impossible. Ça ne peut pas faire ce que ça fait. Or, ça fait ce que ça fait, puis probablement que dans 20 ans, on en rira comme étant quelque chose de profondément infantile. Merci. Eric? Premier point soulevé par mon collègue, savoir que Marx pensait que le capitalisme allait s'effondrer beaucoup plus rapidement qu'il n'allait le faire. Et on trouve effectivement certains passages. Marx il dit beaucoup de choses, donc si on veut le coincer, on peut le lire d'une manière ou d'une autre. Des fois, il se contredit. Bon, évidemment, c'est un auteur qui a écrit beaucoup, donc on peut le lire de toutes sortes de façons. Il y a des lectures très mécaniques de Marx. Marx est très pressé. Il dit à Engels, je suis en train de finir le Capital, là, la révolution, c'est la semaine prochaine. Cette espèce d'impression qu'au fond, on est au bord de la révolution. Il partageait effectivement cette impression que ça ne pourrait pas durer très longtemps, tellement ça lui apparaissait irrationnel comme système. Et effectivement, après coup, on s'est rendu compte que le capitalisme était un système extrêmement intéressant parce qu'il avait cette faculté. Marx lui-même le reconnaissait dans le manifeste du Parti communiste en 1848. Marx disait, c'est fascinant à quel point ce système a la faculté de tout bouleverser et d'innover et d'inventer des nouvelles bébelles à chaque semaine. Lui-même était, en quelque sorte, fasciné, de manière morbide, mais fasciné par la capacité du capitalisme à se réinventer.
Alors, même si on a montré maintes et maintes fois depuis par le passé que c'est un système qui n'amène pas la prospérité entre les peuples, à l'intérieur des nations, qui maintient des inégalités de pouvoir, de richesse, qui est basé sur la généralisation d'un mode de vie fondé sur l'immense accumulation des marchandises, un mode de vie futile fondé sur la consommation, sur l'abrutissement, la violence à l'égard de la nature, etc. Ça a été montré à de nombreuses reprises. Même si on a montré tout ça, ça n'empêche pas que le capitalisme, bon an, mal an, continue son petit bonhomme de chemin. Et au moment où on pense toujours qu'il va tomber, hein, la crise de 2008 par exemple, hein, on dit il trouve une manière de retomber sur ses pattes. Okay? C'est ce que je disais tantôt. On peut trouver une manière, je dirais, de continuer comme on est là, c'est-à-dire de flirter avec l'abîme, avec la catastrophe, d'inventer des technologies pour dépolluer, puis d'inventer, de faire de la méditation pour oublier que le reste de la journée, on court comme des fous. Hein, on peut toujours trouver des manières de survivre à l'intérieur de ça. Okay? Mais ce dont je parle serait d'affronter le problème en face et de montrer qu'au fond de ce système, qui effectivement a mené à toutes sortes de progrès techniques, etc., mais il y a maintenant ce système lui-même, après nous avoir débarrassé du féodalisme, de l'esclavage, après nous avoir donné toutes sortes de progrès techniques, ce système lui-même a atteint sa date de péremption, okay, et qu'il pourrait y avoir des modes de vie beaucoup plus adaptés au maintien, aux soins, à la préservation de la vie, de la biosphère, que ce que nous nous apprêtons à faire. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? La bioéconomie, c'est-à-dire que pour nourrir les besoins de l'accumulation du capital et de la production d'énergie, on va par exemple modifier génétiquement des algues pour produire du pétrole synthétique. Alors qu'il faudrait sortir du pétrole, on va manipuler la vie par la biologie synthétique pour reprogrammer le vivant. Okay? Ça va créer des monstruosités. Okay? Pour nourrir au fond la folie énergétique et la folie de l'accumulation. Donc nous allons dans un monde dans lequel, pour continuer à accumuler, les limites de ce qui fait un être humain, de ce qui fait un animal, de ce qui fait la nature, vont sans cesse être repoussés technologiquement par l'ingénierie génétique, par l'ingénierie, le geoengineering. On va essayer de trouver des manières de manipuler le climat. Okay? Donc, par une intervention technologique de plus en plus lourde, on va essayer, au fond, de retarder l'inévitable, c'est-à-dire la prise de conscience que ce système fondé sur l'irréflexion ne rend pas les gens plus heureux et ne permet pas une vie saine et une vie qui est conforme à la biosphère. Mon collègue, je pense, a une contradiction dans son discours également parce qu'il dit que la pensée des marxistes mène automatiquement à la dictature, sans prendre en compte le fait que, bien sûr, nombre de marxistes, et spécialement les marxistes libertaires, critiquent depuis longtemps le caractère autoritaire des régimes qu'il y a eu au XXe siècle, en disant que ces régimes-là ne sont pas authentiquement fidèles d'abord à l'idée de Marx et certainement pas conformes à ce qu'il doit être une société post-capitaliste, libre, égalitaire, démocratique, réciproque, etc. Et donc, cette critique, on a montré maintes et maintes fois dans le passé que ce qu'on appelait communisme était en fait des régimes capitalistes d'État qui ont emprunté le visage du marxisme et qui, dans bien des cas, ont fini par inventer des monstruosités qui trahissaient profondément l'intention de Marx et l'intention des communistes. Mais mon collègue nous dit cela en disant, voyez, ces régimes ne sont pas démocratiques, c'est dictatorial. Mais par ailleurs, il nous dit de l'autre côté que dans nos sociétés, nous ignorons et nous devons ignorer ce qui va arriver, parce qu'au fond, ça nous échappe. Donc, dans nos sociétés, et je pense qu'il l'admettra, c'est pas plus démocratique. Donc, actuellement, c'est pas un dictateur. C'est la dictature de quoi? Qui conçoit les objets technologiques? C'est pas nous. Qui décide de comment va fonctionner le marché financier avec le high frequency trading ou des robots font des échanges en bourse parce que les êtres humains n'arrivent même plus à suivre la vitesse des échanges? Mais c'est pas nous non plus. Donc, dans ce monde-là, il n'y a pas de démocratie non plus. Il y a peut-être une démocratie pour quelques oligarques qui contrôlent les entreprises qui produisent la technologie, mais nous, en bas, les petits travailleurs, les petits consommateurs, quel accès avons-nous à déterminer, par exemple, l'orientation de la production, les objets technologiques qui vont être produits? Quels mots avons-nous à dire sur les grands traités économiques internationaux, comme le partenariat transpacifique qui font la globalisation? Quels mots avons-nous à dire sur les questions qui relèvent de l'écologie? En général, nous ne sommes pas consultés sur ces questions. Donc, c'est curieux parce qu'au fond, nous reprochons au régime marxiste d'avoir débouché sur des dictatures, mais dans les faits, ce n'est pas pour faire la promotion de la démocratie, c'est pour faire la promotion d'un régime fondé sur l'ignorance et sur, au fond, la foi dans l'idée que automatiquement, un leap of faith, comme disent les Anglais, ça va, l'avenir va tout seul se révéler à nous par une sorte de miracle. Mais qu'arrive-t-il si le progrès technique, par exemple, à petite dose, peut être quelque chose de bon, mais à grande dose nous empoisonne? C'est la question que posait Gunther Anders, justement à partir de l'exemple du nucléaire. Le premier mari d'Hannah Arendt, Gunther Anders, disait
le nucléaire, c'est quelque chose de formidablement neuf et nous devons le penser comme un phénomène qui a changé la face du monde. Désormais, l'humanité a été mise en possession, c'est Karl Jaspers qui le disait, l'humanité a été mise en possession de sa propre mort. Désormais, les erreurs que nous faisons n'ont pas seulement la conséquence de dire, bon, on recommencera, on s'essuie puis on recommence. Les erreurs que nous faisons maintenant, ce sont des erreurs qui peuvent avoir des conséquences cataclysmiques. Même la Banque mondiale utilise le terme cataclysme pour décrire les désastres climatiques que nous sommes en train de mettre en place, puisqu'au fond, la technologie dont nous disposons, elle a justement un pouvoir de perturbation des formes du cosmos, du vivant et de l'être, qui est sans précédent. Okay? Et c'est pourquoi Serge Latouche, penseur de la décroissance, nous dit que nous sommes à l'âge des limites. L'âge des limites, ça veut dire nous devons prendre en charge de manière réfléchie le développement, nous devons décoloniser notre imaginaire, nous devons abandonner ce fantasme que tout va marcher tout seul et nous devons penser à quelles limites nous allons mettre. Sinon, comme je le disais tantôt, ce qui va mener à la dictature, c'est pas nécessairement le marxisme. Bien sûr, si on répète l'expérience soviétique, on va faire une dictature. Il s'agit justement de ne pas refaire ça, inventer quelque chose d'autre. Hein? La production du commun chez Dardeau et Laval, c'est l'idée de société de commun réciproque, égalitaire, démocratique. Réciproque, égalitaire, démocratique. Alors, pas de dictature. La dictature, elle va venir si justement on arrive à un monde où là, les ressources se raréfient, il y a une crise climatique, il y a une guerre de l'eau, et là, il faut mettre des limites. Et là, on va faire comme maintenant. C'est-à-dire, les migrants, on ne va pas les avoir ici. Et puis vous, on va vous couper ici, on va vous couper ça. Comme présentement, on coupe les retraites, on coupe dans les groupes communautaires, dans l'éducation. Est-ce que c'est démocratique? Pas du tout. C'est extrêmement autoritaire. C'est de l'austéritarisme. Et ce n'est qu'une petite idée de ce qui nous attend en termes d'autoritarisme marchand. Si jamais un jour il faut imposer des limites, bien justement, il y en a qui vont se sauver dans un environnement qui sera des gated communities avec des clôtures où là, il n'y aura pas de pollution. Et pour le reste, pour la masse, ce sera arrangez-vous. Et là, on va voir, au fond, comme le disait Marcuse dans L'homme unidimensionnel, qu'il y a au bout de la logique de développement de la société techno-capitaliste un nouveau fascisme. Donc, le fascisme, il est aussi au bout de cette absence de réflexion sur les limites constitutives de l'être humain, de la société et de la nature, que pour le moment, nous abandonnons à ces systèmes irréfléchis. Merci. C'est très riche en réflexion et en arguments. Richard, en un dernier tour de parole avant les questions du public. Environ 3 minutes. C'est la question de... le point central, ça a l'air d'être la question de l'ignorance. J'ai insisté beaucoup pour dire que personne n'a décidé que le capitalisme existerait. C'est un mouvement historique. C'est pas un plan. On ne sait pas encore ce que c'est, le capitalisme, si on se permet d'utiliser ce mot-là. On continue à l'étudier et à essayer de comprendre dans quoi on vit. Mais ça a toujours été comme ça. C'est la condition humaine, ça. C'est pas le capitalisme. Les sociétés tribales vivent avec une tradition qui leur dit de manière très autoritaire, mais ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont, ils savent juste qu'il faut respecter les traditions qui disent les hommes font ceci, les femmes font cela, les vieillards meurent de cette manière, les enfants font ça. Ils suivent leur religion, ils suivent ce qui leur vient de quelque part et ils ne savent pas d'où. Il n'y a pas de civilisation où il y a un pilote dans l'avion vraiment. Il y a eu des tentatives au 20e siècle, des tentatives qui ont été basées justement sur l'idée d'établir ce qui est le thème, là, de penser le commun. Penser le commun dans une tribu de 50 personnes, 100 personnes, qui vivent dans une tradition assez fermée, où les hommes pratiquent tous le même métier et où les femmes font toutes la même chose avec le même savoir, c'est pensable, peut-être. Ils peuvent se réunir et s'entendre sur ce qu'est la société et qu'est-ce qu'il faut faire. Ils l'ont fait. Mais pas à 7 milliards de gens qui ne se connaissent pas, qui comprennent mal leurs coutumes mutuellement, qui comprennent mal leur religion, qui sont prêts à s'exclure et à entrer en guerre.
penser le commun, c'est quelque chose qui fait vraiment problème. C'est une espèce d'aspiration qui m'apparaît plus, Marx décrivait dans le manifeste du Parti socialiste, du Parti communiste, des socialismes rétrogrades, des socialistes aristocratiques. Il y a une espèce de nostalgie du passé, ou une nostalgie de la vie. Genre, ça m'arrive, c'est un thème que je répète souvent. On n'a comme pas... On continue à faire des critiques qui sont des critiques vis-à-vis de la ville qu'on retrouve dans la Bible, parce qu'effectivement, il y a 8000 ans, 10 000 ans, quand les premières villes sont apparues, on a vécu des traumatismes. Et puis, on se plaint encore des villes. L'idée que les humains puissent produire du travail, pas abstrait, mais concret, en ayant dans la tête l'idée qu'ils sont productifs vis-à-vis des autres, puis en comprenant de quelle manière ils contribuent. Je pense que c'est ça l'abstraction. C'est pas comme ça que les choses se passent. Si vous regardez comment les choses arrivent, c'est un mythe. Il n'y a que le chasseur dans la tribu de 50 personnes qui chasse en se disant « je vais rapporter ça pour le village ». Mais qu'est-ce que quelqu'un peut savoir? Quelqu'un qui enseigne la philosophie ici, sait-il quelles sont les conséquences de ce qu'il fait? Il n'en sait rien. C'est vrai pour celui qui fait des autos, c'est vrai pour celui qui fait des ordinateurs, c'est vrai pour celui qui fait des spectacles. Il n'en sait rien. Parce que nous sommes dans une société de plusieurs millions d'habitants et que nous ne nous connaissons pas. Et nous ne connaissons pas l'avenir. C'est pas vrai l'idée qu'on saurait puis que donc on éviterait le problème écologique. On ne peut pas l'éviter. On doit l'affronter. Et probablement que la meilleure façon de l'affronter, c'est de laisser fonctionner toutes les intelligences. Puis il y en a un paquet, là. On présente ça comme si c'était la dictature de quelques financiers. Et 90% des entreprises sont des entreprises familiales. C'est pas ça qui donne sa forme ultime au capitalisme. Il y a plein de gens qui sont en train de chercher de quelle manière ils vont inventer quelque chose qui va leur permettre de faire des sous, qui va être écologique. La Tesla puis la Volt, c'est des voitures qui cherchent à éliminer ce problème-là. Puis ça va arriver, on n'est pas pris dans le pétrole. Beaucoup moins pris dans le pétrole que ceux qui annoncent la fin de la civilisation parce que justement, on manquerait d'énergie. Un dernier mot? Rapidement. C'est correct? Ben, juste parce que On va laisser, Eric m'a fait remarquer plus de que temps par la suite, j'avais Eric. oublié de donner des références. J'ai parlé de Ken Follett. Je vous recommande cette lecture. C'est un roman. Je vous recommande de Hayek, La présomption fatale. Vous le trouverez en ligne, c'est gratuit. Alors, vous trouverez tout le bouquin en ligne. C'est son dernier ouvrage. Et je pense qu'on y trouve l'essentiel de sa pensée. Je vous recommande, mais ça n'est qu'en anglais. Probablement, je ne sais pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Le dernier prix Nobel, là, celui de la semaine passée, Angus Deaton, The Great Escape. Il a nommé ça du nom du film, là, La Grande Évasion. The Great Escape, c'est la sortie de la trappe malthusienne. Et je pense que c'est une lecture à faire. Si vous voulez voir aussi des simulations graphiques sur la longévité, l'espérance de vie, l'augmentation de la richesse, des trucs comme ça, je vous recommande d'aller sur le site gapminder.org. Et vous aurez de quoi vous amuser, vous pouvez stimuler un paquet de choses, vous pouvez jouer avec plein de statistiques. Et ceux qui aiment ça auront du plaisir à voir que dans les 200 dernières années, c'est pas la catastrophe marxiste qui est arrivée, c'est le contraire. Il faut une imagination débordante pour penser que Marx a vu quelque chose
Merci. Je vais donner 5 minutes à Éric. La philosophie, depuis longtemps, nous met en garde contre le danger d'enfermer l'individu dans son propre point de vue. Hein? Platon, le premier, nous mettait en garde contre le relativisme. Tout est bon. Tout le monde a raison. Chacun transporte avec lui sa vérité. Il y a autant de vérité qu'il y a d'individus. Le bien commun, ça n'existe pas. L'homme est la mesure de toute chose. Toute la philosophie de Platon est une critique de cela, en disant que vivre, c'est pas seulement vivre, c'est vivre bien. Et vivre bien, c'est reconnaître qu'il y a des limites que nous devons connaître, c'est-à-dire d'abord la justice, les lois qui font la cité, la dette que nous avons envers la communauté politique dans laquelle nous sommes, l'ordre du cosmos, etc. Donc, Platon nous dit qu'être libre, ce n'est pas vivre en étant plongé dans le tréfonds de son individualité, dans l'abysse de l'individu, c'est être capable de sortir de soi pour penser les limites qui nous permettent de vivre en harmonie avec le cosmos. Aristote nous dit que l'économie, oikosnomia, c'est la production pour les besoins de la maisonnée, de la bonne gestion de la commune de la maison. C'est-à-dire, on ne produit pas en malade, on produit ce qu'on a besoin, puis après on arrête. Il appelait crématistique la production infinie de l'argent pour l'argent, et trouvait cela condamnable, bien sûr, mais aussi incompatible avec la nature de l'être humain qui était un animal politique. Un animal politique qui, comme il a dit au 1253A des politiques, avoir des notions en commun, voilà ce qui fait une famille, une cité. Donc, vivre, c'est pas seulement exercer sa capacité d'agir individuelle, sa puissance, son intérêt, son plaisir individuel, c'est avoir à l'esprit l'idée que je fais partie d'une communauté politique et d'un monde et agir dans le respect des normes qui constituent ce monde-là. La modernité, lorsqu'elle est arrivée, je dirais, dans son idéal, hein, si on prend l'idéal du projet d'autonomie moderne, nous a promis que pour la première fois, nous pourrions, hein, contrairement à ces sociétés traditionnelles, prendre en charge la tradition, être des individus dotés de raison, autonomes, qui allaient pouvoir débattre de la loi en commun, puis décider de l'orientation de la société de manière réfléchie. C'est l'idéal de la modernité. On allait devenir libre et jugé. Ce n'est pas ce qui est arrivé en pratique, effectivement, notamment parce que des penseurs comme Hobbes, qui allait mettre les bases du libéralisme en place, même si lui était monarchiste, Hobbes a dit on ne peut pas s'entendre sur le bien commun. C'est impossible que les gens discutent ensemble, comme Platon et Aristote le voulaient, que les gens soient capables de s'entendre. Quand ils essaient de faire ça, qu'est-ce que ça fait? Des guerres de religion ou des guerres civiles. Résultat, nous devons abandonner l'idée de nous entendre politiquement ou éthiquement, et philosophiquement, et religieusement. Mais il faut bien relier ces gens-là d'une quelque manière. Et la modernité, comme le montre le philosophe Jean-Claude Michéa dans l'Empire du moindre mal, a trouvé un mécanisme de remplacement pour remplacer le bien commun et la politique, c'est-à-dire le marché et le droit individuel. Et on a pensé qu'en abandonnant la direction de la société au pilotage automatique du marché, tant que ça respectait les contrats et le droit individuel, cela donnerait le bien commun. Le 20e siècle, bourré de catastrophes, de guerres, de l'émergence de la bombe nucléaire et maintenant de la catastrophe écologique, nous révèle que nous avons fait une erreur. Et nous ne pouvons pas, d'abord, abandonner cet idéal de la modernité que Cornelius Castoriadis, dans l'institution imaginaire de la société, appelait le projet d'autonomie. Nous ne pouvons pas abandonner le projet d'autonomie, ni pour l'individu autonome, ni pour la société démocratique. Nous ne pouvons pas abandonner ce projet. Et nous ne pouvons pas non plus abandonner au développement infini de nos machines la direction de la société, puisqu'au fond, cela menace directement notre finitude en tant qu'être humain et également la finitude de la biosphère. Pour parler comme Gunther Anders encore, dans l'obsolescence de l'homme, puisqu'on donne des références, dans l'obsolescence de l'homme, Gunther Anders dit « Nous vivons dans un décalage prométhéen. Nous sommes en retard sur nos machines, sur notre développement technico-économique. Il est rendu très, très loin au-devant de nous, et nous, moralement, face à lui, nous sommes tout petits. Et les causes des désastres que nous vivons, c'est notre incapacité à être capable, non seulement au point de vue rationnel, mais aussi au point de vue sensible, de ressentir ce que nous sommes en train de faire et de penser ce que nous sommes en train de faire. » Très cohérent avec Arendt, hein, il se connaissait bien. Donc, je pense que nous devons, pour combattre le décalage prométhéen, élever notre conscience à la hauteur de ce que notre puissance est déjà en train de faire. Mon mentor, Michel Freytag, disait que nous chevauchons actuellement, de manière irréfléchie, des puissances destructrices que nous avons libérées. Si nous ne sommes pas capables de viser, peut-être qu'on n'y parviendra pas tout de suite, ça va sans doute être constamment un travail qui n'a pas de fin, comme disait Freytag, mais viser ensemble le bien, c'est tout autre chose que d'abandonner cette visée en disant « chacun va croire ses affaires, ça va marcher tout seul ». Maintenant, je pense que nous avons besoin d'un sursaut de conscience, sans quoi la vie va sans doute continuer. Mais l'espèce humaine, c'est moins certain.
les sociétés et les cultures, les espèces, les langues disparaissent déjà et la biosphère est dans un état de dégradation sans précédent. Nous ne pouvons pas savoir à 100% ce qui arrive, mais la plupart de la communauté scientifique s'entend pour dire que, dans le GIEC par exemple, que la production humaine est responsable du désarroi dans lequel nous nous trouvons. Alors, ne pas agir maintenant, ça serait à mon avis extrêmement irresponsable. Je termine en vous citant également 2 références de mon maître Michel Freytag. D'abord, L'impasse de la globalisation, une histoire du capitalisme, réflexion critique sur le développement du capitalisme. Et le deuxième, L'abîme de la liberté, un ouvrage posthume, en quelque sorte son testament, où il nous mettait en garde sur les dangers de la liberté libérale, une liberté qui ne se reconnaît aucune racine, aucune appartenance et aucune dette, et qui, au fond, finit par détruire tout autour d'elle-même, incluant se détruire elle-même. Merci. Merci beaucoup, Eric. Oui. Bonsoir, monsieur. Tu veux te présenter? Mon nom, c'est Michael G. Plante. Dans le fond, j'avais une question pour s'adresser à Richard. Dans le fond, Eric aussi, si tu veux en discuter un peu, il n'y a pas de problème. C'est un point qui n'a pas été soulevé durant le débat, qui est, dans le fond, un produit du capitalisme, qui est la réserve fractionnaire. Je ne sais pas si vous savez, pour les gens ici, ce qu'est la réserve fractionnaire. C'est simplement le fait qu'on a donné un droit aux banques, à la Banque mondiale, à la FMI, le droit de créer de la monnaie. Dans le fond, autrefois, on endossait cette monnaie, dans le fond, tout ce qu'on empruntait par de l'or, et c'était endossé master. Avec ce système de réserve fractionnaire-là, on n'endosse plus. Dans le fond, c'est de l'argent qui est créé. Fait que quelqu'un qui va aller s'acheter un auto, il va faire une promesse d'achat. Mais dans le fond, lui, il se contracte une dette à un pourcentage. Fait que chaque dollar qui est en circulation a un pourcentage d'intérêt. Fait que chaque personne, chaque individu à travers le monde, chacun dans leur pays, rembourse le pourcentage d'intérêt, la dette dans le fond. Fait qu'à chaque fois que tu vas avoir plus d'argent dans tes poches, il faut en emprunter plus. Fait que dans le fond, c'est un petit peu comme c'est une absurdité parce que plus que tu empruntes d'argent, plus qu'il y a de dettes, plus que les dettes s'alourdissent. Fait que, autrement dit, si tu as moins d'argent de circulation, moins de dettes. Fait que, en allant dans la pensée du capitalisme, selon toi, Richard, est-ce que c'est censé une chose certaine de même que la réserve fractionnaire? Est-ce que c'est censé de dire qu'à chaque fois qu'on emprunte de l'argent, on s'endette plus, on met un fardeau sur l'ensemble de la population? Est-ce que c'est logique en quelque part? Fait que moi, c'est ça à peu près ma question. C'est un point qui n'a pas été soulevé, puis je trouve que c'est important parce que c'est un produit du capitalisme. Fait Merci. Que, c'est ça. Bien compris. Je vois les gens s'accumuler. Richard? C'est une question technique à laquelle je suis incapable de répondre. Les rapports entre l'argent, la quantité de monnaie circulant, puis les richesses, sont des rapports avec lesquels on ne peut pas jouer à volonté. Et je ne sais pas techniquement qu'est-ce qui arrive de cette mesure-là. Je ne la connais pas, puis je ne peux pas réfléchir là-dessus. Il y a un rapport entre ce qui est produit et la monnaie qui fait en sorte que ça circule. Si tu joues avec la monnaie, tu vas modifier la manière dont les choses circulent et la valeur qu'elles ont. Hein? Quand les Espagnols sont rentrés en Espagne avec la quantité d'or qu'ils avaient pris en Amérique latine, le résultat, ça a été une inflation générale, c'est-à-dire que les prix ont augmenté partout en Europe. C'est pas, les Espagnols n'avaient pas voulu ça, mais ils se sont trouvés à mettre de l'or sur le marché et ça a fait diminuer la valeur de la monnaie. C'est pas, on peut pas contrôler l'économie comme ça. L'économie, c'est ce qui est déterminé par les actions, les relations qui se créent entre ces 7 milliards d'individus en interaction. Il n'y a pas de bonzes qui peuvent s'installer en haut puis faire en sorte que ça va marcher à leur affaire. Ça peut pas être ça.
C'est pas ça. Le marché, c'est plus contraignant que la décision de quelqu'un. C'est pas une décision philosophique. C'est tout ce que je peux dire. Je peux pas me prononcer sur la chose technique particulière que tu as. Tu veux ajouter quelque chose, Éric? Je suis pas familier avec le concept dont vous parlez de réserve fractionnaire. Par contre, depuis la dématérialisation du rapport entre l'étalon or et la richesse dans les années 70, il y a effectivement un problème au sens de la virtualisation des échanges. Là-dessus, vous pouvez notamment aller voir la grande transformation de Karl Polanyi. Au fond, Freytag en parle aussi dans l'impasse de la globalisation et aussi dans Le Monde enchaîné, qui est un autre ouvrage sur le capitalisme. La majorité des transactions, désormais, sont des transactions qui n'ont plus rien à voir avec l'économie réelle, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas qui finissent par avoir des impacts sur l'économie réelle, mais qui sont d'abord des spéculations à des vitesses très rapides. C'est le high frequency trading dont je parlais tantôt. Et cette monnaie-là est purement scripturale, c'est-à-dire c'est des signes virtualisés de la richesse qui s'échangent, mais l'obligation que ça corresponde à de la matière, depuis l'abolition de l'étalon or, à ma connaissance, il n'y en a plus. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de l'endettement. Je ne pense pas que ça réponde à ce que vous avez demandé, mais ça me donne l'occasion de parler de l'endettement. Quelque part, j'ai cru comprendre que vous dites que le système actuel est basé sur un endettement systématique. Ça, je serais d'accord avec vous. Au sens où, si vous regardez au Canada, maintenant, le taux d'endettement des ménages dépasse les 160 %. C'est un taux d'endettement historique, c'est-à-dire que les gens gagnent $1, mais doivent $1,60. Okay? Donc, effectivement, la conséquence, au fond, du maintien d'un régime de consommation tout en, je dirais, dégradant les conditions salariales, ou en tout cas en les faisant stagner, ou dans certains cas, en les dégradant carrément, réduisant les salaires, ça fait en sorte que c'est à crédit que tout ça s'est passé, et maintenant les gens sont endettés à un point, je dirais, critique. Ça aussi, c'est une autre des contradictions que le système va peut-être pouvoir résoudre en inventant autre chose, ou en tout cas en trouvant une manière de surmonter à la crise du crédit. Mais il y a certainement, et vous pouvez lire là-dessus Frédéric Lordon en France, qui est un économiste spinoziste très intéressant, qui parle même de la nécessité de socialiser le crédit et les banques. Merci. Merci, Michael. Oui. Madame. Oups, la petite. Merci. Moi, c'est Roxana Paniagou-Mérez. Je suis prof de sociologie ici au Cégep, précaire. Prof en égo également. Je vais faire un commentaire qui s'adresse plutôt à M. Richard Colette. Je suis très surprise de voir la lecture et je reviendrai aussi sur une partie clarification pour Éric Martin. Je suis très surprise en fait de la lecture que vous avez faite aussi rapide, de la critique aussi rapide, disons, du marxisme. Vous avez commencé avec une phrase qui m'a étonnée dès le début. Vous disiez je suis, tout en ayant une expérience, enfin, des lectures marxistes dans les marxismes-léninisme, j'imagine. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez donc viré, en termes idéologiques, parce que vous considériez que la droite avait beaucoup d'intelligence. Ça m'a frappé, enfin, cette affirmation. Et par la suite, donc, vous avez brossé un portrait très, très rapide des concepts qui sont à la base, disons, de la théorie marxiste. Entre autres, la question de la théorie de la valeur, que vous avez passée comme ça, en banalisant la question de la théorie de la valeur, à partir de la force de travail. Donc, vous avez passé très rapidement, en donnant également des exemples qui étaient assez étonnants. Par exemple, vous avez cité à un moment donné, et vous avez donné un exemple, par rapport à l'espérance de vie qui est des Africains versus les ouvriers anglais au XIXe siècle. Vous voyez que la comparaison, c'est de l'espérance de vie qui avait été mesurée par le Fonds monétaire international, ou je ne me rappelle pas quel organisme que vous avez cité. Donc, l'espérance de vie des Africains au XXIe siècle versus les ouvriers, l'espérance de vie des ouvriers britanniques, enfin anglais au XIXe siècle, il y a tout de même un décalage des 2 siècles, n'est-ce pas, de comparaison. Imaginez les efforts qu'ils ont fait les capitalistes, en fait, pour parvenir à démontrer que l'espérance de vie, des Africains s'est améliorée. Enfin, par la suite, vous avez également donné vous avez fait plusieurs affirmations concernant la propriété privée. Ce n'est pas clair dans ma tête. La propriété privée, chez Marx, supposée, si vous voulez, c'était une répartition, si vous voulez, de la propriété privée, supposée, elle s'est fondée, plutôt, sur un bien commun, si vous voulez, sur un bien commun, qui s'est basé foncièrement sur l'exploitation et l'usufruit de la main-d'œuvre.
les produits qu'on obtenait du salariat. Ça, c'est si j'ai bien lu Marx. Par ailleurs, vous avez également énoncé la question de dire, enfin, c'est impossible, dans les propositions de Marx et toutes les contradictions qu'il voyait dans son œuvre, c'est impossible qu'on puisse parvenir donc à bouleverser ou dépasser, disons, les stades capitalistes. Parce que Marx, il ne pouvait pas prévoir ces questions-là. Donc, vous avez donné l'exemple de l'avion, les pilotes et le machin truc. Et les exemples les plus frappants, enfin, pour nier, disons, la validité de la théorie marxiste, vous utilisez les expériences soviétiques et chinoises. Et à mon avis, c'est une mauvaise lecture de l'œuvre de Marx, hein, surtout les Capital, les premiers tomes. Alors, je vous rappelle que Marx, il disait qu'il s'agissait, si vous voulez, de la construction d'une société égalitaire, je mettrai ces termes-là, de mon propre cru, si vous voulez, égalitaire, mais une société égalitaire construite en fonction des travailleurs libres et associés, il disait Marx, voyez. Or, l'expérience soviétique, ce n'était pas ça, c'était le renforcement de l'État, justement. Et ça, dans votre intervention, est pas du tout, mais du tout pas clair. Et je terminerai en vous demandant de clarifier la question de l'importance de l'État dans votre position néolibérale, ou plutôt, je dirais, il y avait des allures libertariennes même dans votre position. J'aimerais que vous clarifiez, disons, cette proposition-là, parce qu'il n'était pas clair, disons, pour justifier que l'œuvre de Marx ou la théorie marxiste, elle était dépassée et qu'il fallait s'y faire, au capitalisme, parce qu'il n'avait pas d'autre option, enfin, vous utilisez cette série donc d'exemples dont j'ai cité tout à l'heure. Je vais faire... tu as déjà beaucoup de contenu à répondre, oui. Là, à résoudre quand même, là, et le temps avance. Je ferai tout simplement une remarque à Éric Martin. Si vous pourrez revenir un tout petit peu sur la question de... ça va être plus bref. Sur la question, vous avez dit que le capitalisme, enfin, c'est quelque chose de un peu irrationnel, ou que se développe de manière un peu irrationnelle avec des forces, évidemment forces humaines, mais un peu irrationnelles. Dans mon esprit, je crois que le capitalisme est foncièrement rationnel et qu'aujourd'hui il est arrivé, il est parvenu justement à renforcer la question de la technique. Hein, toute cette conception-là dont Freytag faisait mention justement dans son œuvre du développement accru de la technique qui envahit absolument toutes les sphères de la vie sociale et politique. Et donc, il est devenu, à mon avis, un système qui est foncièrement très rationnel et dont les élites et les classes sociales et cette nouvelle, non pas bourgeoisie aujourd'hui, mais oligarchie, prend les pouvoirs à travers ces espèces de groupes élitistes fermés qui dirigent aujourd'hui toutes ces fluctuations des capitaux, etc., etc. Merci. Merci. Richard Dabam. Bon, je vais essayer de faire très vite, hein, parce qu'il y a un long plan. Au sujet de la droite, où il y a beaucoup d'intelligence, c'est une moquerie, parce que Mme Bazot pense qu'il n'y a pas d'intelligence à droite. Je pense que ça fait simplement signaler son ignorance. Il s'est dit beaucoup de choses à droite, qui sont considérées comme étant à droite, qui m'apparaissent très intelligentes sur l'état de la situation. Je voulais tout simplement dire que Mme Bazot est dans les patates. En ce qui concerne le rapport entre l'espérance de vie, je n'avais pas pensé que ça pouvait faire problème. Je voulais faire ressortir que l'espérance de vie a connu, dans les 200 dernières années, une amélioration sur l'ensemble de la planète. Et qu'il n'y a pas d'exception. Ben, on peut comparer des poires avec des poires, mais il n'y a pas d'exception. C'est ça qui est remarquable. En ce qui concerne le point suivant, l'idée que la propriété privée, le capitalisme serait basé sur l'exploitation, c'est pas le sens de... J'ai jamais fait référence à ça. Vous faites une lecture très marxiste de ce que je dis, alors que j'utilise pas ces concepts-là. J'ai pas non plus parlé de la valeur comme valeur travail. C'est un concept qui est périmé en économie. Marx l'utilise parce qu'il critique l'économie du début du 19e siècle. Or, la science de l'économie est née en 1867
dans les années 1860, quelques années avant l'apparition du Capital, et elle est née dans le rejet des conceptions qu'on trouve chez Ricardo, et donc Marx ayant fait toute sa lecture à partir de Ricardo, il y a là un problème dont on n'a pas le temps de parler ici, mais j'ai jamais utilisé la notion de valeur travail dans mes interventions. Je ne fais pas référence et je ne pense pas qu'elle soit utile pour penser ce qui arrive en économie. Les économistes là-dessus ont l'air d'être passablement d'accord. Plus personne n'étudie Ricardo autrement que pour faire de l'histoire ou de la philosophie. Quatrième, vous dites que Lénine, Mao, c'est des mauvaises lectures de Marx. Bon, ben, j'attends toujours la bonne. C'est très simple ce que je dis. On peut pas rejeter comme ça du revers de la main en disant, bon, ben Lénine, vous savez, il a mal compris Marx. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans les 40 tomes de l'œuvre de Lénine. Et considéré comme une autorité en la matière. Et je ne pense pas que ça puisse être rejeté comme ça. L'expérience cruciale, comme on dit dans les sciences, l'expérience cruciale du 20e siècle, c'est quand même l'Union soviétique. J'ai défendu cette expérience, je l'ai aimée, j'ai voulu la comprendre. Ça n'est pas une banalité. Cela a suscité l'enthousiasme du monde entier. Rejeter ça comme étant une mauvaise lecture, ça ne m'apparaît pas juste. C'est pas juste pour Lénine, c'est pas juste pour Marx, c'est pas juste pour la pensée marxiste. C'est ça que ça a donné. Puis le regarder sérieusement, c'est ce que j'ai voulu faire quand j'ai étudié un petit texte d'un économiste autrichien sur le problème du calcul socialiste. Je vous réfère pas à ça, mais si vous cherchez Richard Colette, planification socialiste, vous allez aussi trouver un mauvais texte, mais qui peut vous informer un peu là-dessus. C'est pas banal. Et ça n'est pas à rejeter du revers de la main, cette expérience du mouvement marxiste. Comme je ne voudrais pas rejeter du revers de la main non plus la Deuxième Internationale, le mouvement socialiste et le socialisme scandinave actuellement. Je ne rejette pas ça. Je cherche à comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Et je ne cherche pas à préserver Marx là-dedans. Mais je ne cherche pas non plus à l'accabler. Dernière remarque sur le rôle de l'État. Effectivement, je ne participe pas à... Je ne suis pas un hyper spécialiste, je ne pense pas que je sois un penseur néolibéral, mais je viens de lire, par exemple, les 2 derniers ouvrages de Francis Fukuyama sur l'histoire de l'État. Les 2 immenses briques sur l'histoire de l'État. Et ça montre bien que une structure comme l'échange capitaliste, l'échange marchand capitaliste, n'est pas un truc qui se produit naturellement. Il a besoin d'un soutien. Et sans ce soutien, il est difficile pour n'importe quelle société, et on a beaucoup fait ça. Francis Fukuyama consacre ces 2 ouvrages à la suite, justement, de l'effondrement de l'Union soviétique. Depuis 1989, les choses ont changé. On a voulu comme repartir l'Union soviétique, refaire une Russie capitaliste. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas si simple. C'est pas si facile. Le capitalisme, c'est pas une affaire naturelle. Il suffit pas de briser les vieilles coutumes pour que ça marche. Il y a des tas de valeurs morales, de mœurs, de croyances qui sont
présente dans les acteurs de la société capitaliste qui font en sorte que ça marche. Quand vous allez à l'épicerie, vous avez un certain comportement. Et si vous êtes habitué aux épiceries soviétiques, où il n'y a rien, et il faut attendre à la file, parce que là, il y a un arrivage de choux, et quand vous arrivez, il n'y en a plus, vous ne vous comporterez pas de la même manière que si vous allez au IGA ou au métro. Il se passe quelque chose là, auquel nous, on est très, très habitués, mais qui n'est pas du tout un truc naturel, et qui nécessite des lois, et en même temps, des manières d'agir, des comportements acquis, qui ne s'inventent pas du jour au lendemain. Ça a pris des centaines d'années pour que l'Europe produise le genre de régime qu'on appelle capitalisme. Ça ne peut pas pousser du jour au lendemain dans une société tribale africaine ou en Afghanistan. Ça ne peut pas marcher. Merci. Éric? Rapidement, d'abord, juste pour revenir sur la question de l'espérance de vie, parce que ça a été soulevé par Madame aussi, il ne faut pas oublier que l'une des raisons pour lesquelles la condition ouvrière s'est améliorée, c'est par l'action des mouvements ouvriers, syndicaux, c'est par l'action des socialistes, des anarchistes, des communistes, par l'action des partis sociaux-démocratiques qui ont arraché au capital des meilleures conditions de travail qu'il n'était pas prêt à donner spontanément. C'est par l'action de ces mouvements, parce que Freytag appelle réformisme social-démocratique, qu'à la fin du 19e, au début du 20e, nous avons fini par créer les États sociaux qui sont aujourd'hui en voie de démantèlement et la classe moyenne. Donc, les raisons pour lesquelles les gens vivent moins mal ne tiennent pas seulement d'un automatisme de l'accroissement du niveau de vie, comme montrait le niveau de l'eau ou je ne sais pas quoi. Il y a un travail politique qui a été fait pour créer cela. D'autre part, mon collègue a raison de dire que le 20e siècle a donné lieu à des expériences totalitaires, dont certaines ont leurs racines dans des lectures qui ont été faites de Marx, et Marx ne peut pas être complètement exonéré des lectures qu'on a faites de lui. C'est bien parce qu'il y avait chez lui des passages, des idées qui menaient, par exemple, à l'idée qu'il faut une dictature du prolétariat. Mais comme je l'ai dit tantôt, Marx peut être lu de plusieurs façons. Il n'a pas non plus le monopole du totalitarisme. Freytag, dans un livre qui s'appelle Hannah Arendt, Totalitarisme et monde contemporain, il a écrit 2 articles sur le totalitarisme au 20e siècle en montrant que le communisme soviétique et le nazisme ont été certainement 2 formes de totalitarisme au début du 20e siècle, mais qu'une nouvelle forme de totalitarisme existe également dans la mesure où un développement d'une société qu'il appelait opérationnelle décisionnelle, fondée sur le fonctionnement automatique des systèmes techniques et économiques, pouvait s'avérer tout aussi totalitaire pour l'individu, pour la liberté et pour la vie que ne l'ont été les totalitarismes que dénonce mon collègue. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous devons faire, c'est trouver une manière de sortir de ce qui menace la vie aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui l'Union soviétique qui menace la vie puis la planète. C'est le capitalisme néolibéral qui est en train de détruire la Terre et la vie. Nous devons trouver une manière de sortir de cela. Évidemment, sans répéter l'URSS ou Mao Tse-tung. Et pour ça, ça implique de refaire un examen de conscience. Est-ce qu'on peut encore se servir de Marx pour ça? Je pense que oui. Je pense qu'on peut aller piger dans Marx, mais pas seulement dans Marx. On peut aller piger dans la pensée anarchiste, féministe, puis dans la poésie, puis dans bien d'autres affaires, avec un esprit ouvert. Et c'est justement la lecture de Marx que nous essayons de faire avec mon collègue Maxime Ouellette dans l'ouvrage Tyrannie de la valeur. Nous nous inspirons d'un courant qui s'appelle la critique de la valeur, donc des gens comme Robert Kurtz, Anselm Yappe, également Moïse Postone aux États-Unis, des gens qui relisent Marx, mais à partir des Grundrisse, une lecture plus hegelienne, et qui essaie de montrer que Marx est un penseur de la médiation sociale, un penseur de la société. D'abord, ce qui détruit le lien social, les mauvaises médiations sociales, les mauvaises formes de lien social, pathologiques. Et ensuite, Marx comme quelqu'un qui ouvre la possibilité d'inventer ou de penser des médiations sociales qui seraient moins problématiques. Troisièmement, Madame, vous avez parlé de la raison. Évidemment, on joue sur les mots. Est-ce que le capitalisme est rationnel ou irrationnel? J'ai dit qu'il était irrationnel. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est évidemment que ma conception de la raison n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que l'école de Francfort, notamment dans la dialectique de la raison d'Adorno et Horkheimer, montre qu'il y a une conception de la raison qu'on appelle raison instrumentale. Okay? Heidegger appelle pensée calculante ou Gestalt, c'est-à-dire la raison qui quantifie tout, même chose chez Husserl. La raison qui réduit tout à des abstractions quantitatives, des équations et des calculs. C'est cette forme de raison-là, arraisonnante, celle qui
prend le monde comme un objet à transformer pour produire des résultats quantitatifs de puissance. C'est cette raison-là instrumentale qui est problématique. D'ailleurs, la thèse de Freytag, c'est que la cause des totalitarismes au 20e siècle, c'est la volonté d'une accumulation infinie de puissance. Et pour le totalitarisme soviétique et pour le totalitarisme nazi, ce sont des modernisations de rattrapage, d'industrialisation forcée de régimes arriérés. Et donc, la volonté infinie de puissance technique est à la base de la plupart des totalitarismes que nous avons connus au 20e siècle. C'est cette même volonté de puissance technique qui est en train de disposer de nous aujourd'hui. Et donc, au cœur de cela, effectivement, il y a un jeu de l'esprit avec lui-même, de la raison avec elle-même. Les Soviétiques étaient productivistes à l'os, détruisaient l'environnement. Donc, c'est cette raison-là, devenue folle, qui veut saisir le monde pour en presser le jus comme d'un citron, cette raison instrumentale que nous devons critiquer. Je parle en hegelien. Lorsque je dis la raison, pour moi, ça n'a rien à voir avec cette conception étroite de la raison. C'est une raison au sens élargi du terme, qui inclut pour moi également la sensibilité. Et là-dessus, je suis assez proche, par exemple, de Michel Henry, du phénoménologue Michel Henry, pour qui la raison, c'est pas seulement, c'est aussi le corps, la vie, la culture, la sensibilité, et c'est pas seulement une pensée calculante au sens étroit. Donc, ça dépend quel sens on donne au mot raison. Si c'est au sens de la raison instrumentale, le capitalisme est tout à fait rationnel. Si c'est au sens d'une raison élargie, une raison substantielle, pour parler comme les théoriciens de l'école de Francfort, alors le capitalisme est irrationnel. Et finalement, sur la question de l'État, mon collègue, en bon hayekien, souligne que le capitalisme et le néolibéralisme ne sont pas des créations naturelles. Je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Les néolibéraux reconnaissent que pour produire un ordre social néolibéral, il doit y avoir un État qui intervient fortement. On prétend souvent que les néolibéraux sont contre l'intervention de l'État. C'est complètement faux. Ils sont pour l'intervention de l'État, mais de quel type? Une intervention de l'État pour injecter partout la concurrence, la privatisation, la flexibilisation des conditions de travail, pour produire des sujets concurrentiels. Donc, un État très actif. Parce que c'est tellement pas naturel à l'homme qu'il faut contraindre les gens à devenir des égoïstes concurrentiels. Il faut les forcer à devenir comme ça. Et c'est pour ça que l'État néolibéral est un État qui intervient beaucoup. Mais ce que ça nous montre, la leçon qu'on peut tirer de l'intelligence des néolibéraux, c'est que lorsqu'on a une idée derrière la tête de ce que doit être l'être humain et qu'on fait un travail très, très fort de révolution des mentalités culturelles, de propagande médiatique et qu'on instaure des États néolibéraux, on peut finir par transformer l'éducation puis éventuellement les subjectivités et à transformer tout le monde en petites micro-entreprises sur deux pattes. Ils sont en train de réussir. Qu'est-ce que ça nous montre? Bien, si nous voulons faire autrement, nous devons aussi, nous, penser à des institutions de remplacement qui vont remplacer l'État néolibéral et l'éducation néolibérale, pas par une sorte de, comme j'entends trop souvent, de liberté spontanée, de « youhou, on abolit toutes les contraintes et on fait ce qu'on veut ». Comment créer une société dans laquelle il y a des institutions qui produisent des êtres humains décents? Et ça veut dire que la gauche, elle doit avoir, au même titre que les néolibéraux, une compréhension de la nécessité de penser l'État. Pas pour reproduire l'État bourgeois capitaliste, pour penser des institutions explicites du politique, pour parler comme Castoriadis, qui vont pouvoir produire des êtres humains capables de s'engager dans des rapports de coopération sur la base de la réciprocité, de l'égalité, de la démocratie, et aussi d'une réflexion éthique, politique et philosophique profonde. Merci, Éric. Alors, le temps file et il y a des gens qui sont en ligne. Alors, je ne prendrai plus d'autres personnes, d'accord? Alors, les personnes qui sont là vont clore le tour de parole. Pardon? Ouais. Ouais. On peut faire ça. Ouais, ben, merci à vous. Si tu veux te présenter? Oui, Dominique Gonneau, je travaille au collège ici. Merci à vous deux, hein, et ça va l'eau, un gros débat. Oui, bon, en fait, ma question est aux deux, on va un peu s'orienter sur Richard, là. Je trouvais les talons de mesure merveilleux, Richard, là, de l'échec du soviétisme pour des millions de morts et des problématiques que ça a causé quand tu dis tantôt qu'on ne peut pas excuser Marx par une mauvaise compréhension de celle-là, en effet. Mais j'aimerais savoir ton jugement sur les millions de morts que l'épopée capitaliste libérale a fait, de l'esclavage jusqu'aux enfants de Manchester, en Angleterre, qui étaient enchaînés des mines de charbon après leurs parents pour reproduire le travail de leurs pères, les personnes qui ont été broyées par millions dans des guerres industrielles faites au nom de propriétaires terriens, les jeunes qui ont été broyés par millions dans l'industrialisation massive de l'Europe. Ces gens-là, c'est pas violent? Je voulais t'entendre un peu là-dessus. Sur la question de la violence, puis la question de cette question-là, tu sais, j'ai eu la chance, durant mes études, de travailler avec des professeurs qui venaient, de par leur jeunesse, sont plus vieux que moi, d'Union soviétique, en fait, plus précisément d'Allemagne de l'Est, en RDA. Et puis, j'ai été des professeurs que j'ai
partager des liens. J'ai été choqué d'apprendre que, exemple, en 2012, les débordements policiers les impressionnaient comparativement à la répression policière qui se faisait en Union soviétique. Donc, ils ont vu plus de violence dans des pays capitalistes, démocratiques, libéraux qu'il y en a eu dans la monstrueuse Union soviétique. Je trouve qu'on comprend et on projette ce que l'on connaît du réel. Donc là, on théorise ici entre nous, hein, mais c'est intéressant de voir ça, tu sais, que ces épopées-là, là, bon, on peut pointer un peu des problématiques sur les deux côtés. Puis ma question s'oriente aussi sur un peu, là c'est vraiment aux deux, là, sur la volonté personnelle. On a repris tantôt là, la question du pilote dans l'avion. Au-delà d'une bonne comédie, c'est un bel exemple. Mais moi, je peux comprendre, comme Éric l'a dit, qu'il y aurait peut-être une volonté impersonnelle qui dépasse un peu les volontés des bourgeois ou des classes laborieuses. Mais dans ce cas-là, si le capitalisme, il n'y a pas de dictateur, comme tu le dirais, Richard, c'est quoi le MEDEF en France? C'est quoi le Conseil du patronat ici? C'est quoi la Banque mondiale? C'est organisé, ces gens-là. Ces gens-là se consultent. Ces gens-là s'organisent entre eux autres. Il y a quelques années, on a sorti, là, il y avait une vidéo qui avait fait mouche sur Internet là, sur des premiers ministres avec des conseillers de banque puis des grandes multinationales à Sagard, dans le domaine princier de la famille Desmarais. Ces gens-là s'organisent. Je veux dire, c'est pas une volonté autre. Alors, la critique qu'on fait de l'Union soviétique, c'est notamment qu'une élite organisée concentrait la richesse, concentrait le pouvoir, puis concentrait les médias. OK, bon, au Québec, on a le choix entre un premier ministre qui possède les médias puis une entreprise, un autre premier ministre qui est possédé par une entreprise. On est dans un monde où des lobbyistes américains se vantent de pouvoir faire élire contre la volonté de millions d'autres personnes par leur seul capital des présidents. Je me demande, l'idylle démocratique entre le droit que la société libérale capitaliste nous propose n'est pas un peu terminée là-dedans? Je voulais vous entendre là-dessus, parce que je pense, moi, que même si c'est une volonté impersonnelle, il y en a un pilote dans l'avion, puis il sait piloter, puis on va vraiment où ce qu'il veut qu'on aille. Oui. On prend des questions en rafale, mais on va tenir à entendre Richard à ce propos. Oui, tu veux te présenter? Oui, je m'appelle Francis Blanchet. Là, je vais m'adresser surtout à M. Richard, parce que dans le fond, en début de présentation, vous avez parlé de l'idée de capital en 5 points. Il y a 3 de ces points-là que j'ai un peu de difficulté à saisir, fait que je voulais vous pourrez entendre là-dessus. Dans le fond, vous avez parlé comme de quoi le capital en tant que tel, c'était du travail non accumulé, non utilisé. Quand on sait que dans nos sociétés actuellement, le capital produit énormément d'intérêts pour les immenses entreprises. Donc, dans le fond, c'est quoi le travail qui s'accumule dans ces intérêts-là? Parce qu'il n'y a pas de nouveau travail qui est rajouté, c'est juste des intérêts qui se rajoutent sur ce qui existe déjà. Ensuite de ça, au niveau du point de la place de l'État et du droit pour assurer, dans le fond, un régime capitaliste, le régime capitaliste a créé des immenses compagnies, beaucoup plus puissantes que les États, et je ne parle pas ici des États africains qui n'ont pratiquement pas de pouvoir et pas de ressources, mais je parle de Monsanto, par exemple, qui, dans mon cours de philo aujourd'hui, on m'a dit que notre ministre de l'Agriculture disait que notre gouvernement était incapable de forcer la main à Monsanto parce que Monsanto était beaucoup trop puissant. Donc, dans le fond, la place de l'État et du droit dans un capitalisme où ils n'ont pas de pouvoir du tout, même si on fait partie du G7 actuellement, je me demande où on s'en va. Puis, ça l'amène le dernier point de la propriété séparée. Un géant comme Monsanto, où est la propriété séparée là-dedans? Parce que je veux dire, c'est comme tellement immense. Puis là, tu demandes à une poignée de 5-6 individus de gérer ça. C'est pas séparé comme ressource. Finalement, pour revenir au débat, faut-il dépasser le capitalisme? Vous avez dit, dans le fond, que c'est la vraie question. Faut-il améliorer le capitalisme? Vous avez dit, non, il ne faut pas, parce que maintenant, on n'a pas les moyens.
je veux dire, si on n'essaye pas de trouver les moyens, c'est clair qu'on n'aura pas. Donc, j'aimerais que vous précisiez, dans le fond, là, votre point de vue là, au fait que non, il ne faut pas dépasser le capitalisme parce que maintenant, on n'est pas capable de le faire. Donc, on n'a rien à faire parce que, dans le fond, on n'est pas capable là. Mais plus tard, si on ne fait rien, ben, on ne sera pas plus capable de rien faire. Merci. Excellente série de questions. Raphaël Trépanier, Arts et Lettres. Ma question s'adresse aux deux. Mais bon, ça vient de mes lectures sommaires là, sur Frédéric Hayek, et donc que j'ai compris que vous récupériez dans votre intervention, M. Colette. Bon, ce que j'en comprends, c'est que comme le système est trop complexe, comme on ne peut pas le comprendre, c'est mieux de s'en désinvestir hein, pour pas faire de marde, là, pour pas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les sciences sociales, les sciences humaines comme balise, justement, pour nous guider là-dedans, dans ce système-là qui est si chaotique? Et puis, même en acceptant que les sciences sociales, les sciences humaines sont imprécises comme balise, est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même essayer de souhaiter mieux que ça? Parce que, il faut forcer de constater que le capitalisme nous impose un mode de vie dans lequel on ne vit pas dans un idéal de bonheur, là, dans le quotidien. Notre quotidien dans le capitalisme, c'est pas nécessairement pour une majorité, c'est pas le bonheur, ou du moins ce que je considérais comme tel. Et puis, est-ce que c'est pas sophistique de dire que, comme c'est pas si pire que ça, finalement, on va pas essayer de chercher autre chose? La plupart des questions, en fait, l'entièreté des questions, ou presque, s'adressaient à Richard. Alors, je vais laisser Richard répondre. Et les questions incluaient le genre de questions que j'aurais posées à Richard. Alors, en un dernier temps, moi, je poserai une question à Éric Martin. Ce sera un élément de conclusion, ce faisant. Ça va? Alors, Richard? Je vais commencer par les dernières, peut-être parce que je commence à être fatigué, mais je m'en rappelle plus. Je ne tire pas la conclusion qu'il ne faut rien faire. Les sciences sociales pourraient-elles venir en aide pour la gestion de l'État? Elles y viennent. Elles viennent en aide. Le débat que j'ai étudié sur le calcul socialiste portait justement sur une science sociale qu'on a invoquée pour pouvoir contrôler. C'est la science économique. Et assez curieusement, à cause des débats que j'ai fréquemment avec toutes sortes de gens, ceux qui voulaient défendre la possibilité d'un contrôle à partir d'un centre, comment un contrôle serait-il possible si justement il est dispersé? Un contrôle, ça veut dire qu'on ramène en un lieu le moment de la décision. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Ce que j'ai dit tout à l'heure peut se ramener à cette idée simple. Le capitalisme fonctionne parce que les lieux de décision sont dispersés. Et ils ne sont pas coordonnés par un centre. Ils s'ajustent les uns aux autres par le mécanisme des prix, c'est-à-dire que chacun s'adapte à une situation changeante, fluctuante, avec ses propres moyens. Et il n'y a pas un centre qui ferait que ce serait rationnel et qu'on organiserait ça selon un plan. Alors, là, on me dit, oui, mais ça revient à dire que tu dis, on ne peut rien faire, il faut le laisser comme ça. Ben non, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire et à penser sur comment doit fonctionner l'économie, comment doivent fonctionner les banques, si on a la possibilité là, de créer de l'argent ou ceci. Il y en a plein des discussions sur ce qu'il y a à faire. Ce que j'ai dit, c'est simplement, si vous voulez le dépasser, ça veut dire que vous créeriez quelque chose de neuf
qui serait comme autre chose, ben ça, vous y arriverez pas dans le sens que vous n'y arriverez pas à un système qui génère mieux. Ça, c'est ma thèse. Vous n'arriverez pas à ça. Pourquoi? Parce que vous n'utiliserez pas le savoir dispersé et irrémédiablement dispersé. Vous ne pouvez pas rassembler dans la tête du premier ministre ce que pensent tous les citoyens. La raison pour laquelle il y a une production plus riche dans une société où la propriété est séparée, c'est que l'utilisation qui est faite de l'ensemble des pensées et des ressources est dispersée et n'est pas limitée à ce que peut penser un être rationnel. Vous pouvez même faire un comité si vous voulez, mais à la fin, un comité, ça revient à une personne. Un comité doit décider quelque chose, et à la fin, il doit décider quelque chose qu'une seule personne peut penser. Alors que la dispersion du savoir à travers des gens qui pensent différemment et font différemment, ça, c'est irrémédiable. Donc, en ce sens-là, il y a toutes sortes d'améliorations à faire du capitalisme. C'est l'idée de dépassement que je nie. Ce n'est pas l'idée d'amélioration ou de transformation ou de modification. Mais ça dit, ça doit rester séparé, dispersé et fluide dans le cadre d'un régime de marché. Mais pour le reste, les discussions sur les règles sont tout à fait ouvertes. OK. Je vais passer à autre chose. En ce qui concerne la question politique, de celle des pouvoirs de Monsanto, je pense que la fonction d'une grande entreprise, c'est d'essayer de ne pas suivre les règles du marché. Il faut dominer. Il faut faire en sorte qu'on enlève la concurrence et les règles du marché et qu'on s'installe comme monopole. C'est ça que cherche à faire un monopole. Il cherche à aller contre l'idée justement de la concurrence et du laisser-faire. Il va chercher à maîtriser tous les facteurs. L'économie capitaliste peut être pensée comme au sein d'une entreprise, on essaye le plus possible de contrôler tous les facteurs. Et le marché, c'est ce qui est en dehors de l'entreprise. C'est ça qui est mouvant et fluide et dispersé. Et c'est évident qu'une grande entreprise va chercher à le contrôler. On peut penser à des législations pour limiter les choses. Il y a des législations antitrust qui sont là depuis très longtemps, mais qui sont modifiées progressivement au fur et à mesure que les situations changent. Et les situations ne peuvent pas faire autrement que de constamment changer. Je vous réfère aux discussions autour du taxi, puis UberX, puis des trucs semblables. Là, ce matin, dans la presse, il était question de... Les entreprises, maintenant, se cherchent des spécialistes en informatique pour empêcher qu'ils soient mis en cause par des gens qui vont mettre sur pied des services gratuits ou moins chers par la voie d'Internet. C'est une adaptation constante à des circonstances changeantes de manière constante. Est-ce que ça veut dire qu'ils contrôlent la situation? Ça veut dire qu'ils cherchent à le faire et je ne pense pas qu'ils y arrivent. C'est pas arrivé encore. Quand j'étais petit, on ne pouvait pas remettre en cause ni GM, ni IBM. Et quand j'ai acheté ma première machine, j'aurais jamais pensé que les gens pour qui j'avais de la sympathie, puis qui étaient partis dans le garage il n'y a pas si longtemps, qui avaient emprunté leurs 2000 à la banque,
puis qui avaient parti leur business, que ces gens-là, aujourd'hui, seraient la plus grande capitalisation boursière mondiale. Ça apparaissait impossible. Et du point de vue des BM, qui voulaient contrôler la situation, c'était certainement le genre de minus qu'on veut mettre à leur place. Ben, ça a l'air qu'ils n'ont pas gagné parce que la capitalisation boursière de Apple dépasse celle de Exxon. Ils produisent plus que s'ils vendaient du pétrole. Tant et aussi longtemps qu'il y a une forme de liberté d'apparition de nouvelles choses, les monopoles risquent d'être moins puissants qu'ils croient qu'ils le sont ou qu'ils cherchent à l'être. Dernière remarque sur la violence pour Dominique. Comme ma présentation le laisse voir, je ne suis pas très orienté philosophie politique. Ce n'est pas des réflexions que je fais beaucoup sur la violence, la moralité. Ce qui m'intéresse, c'est quel est le genre de système qui a une efficacité par rapport au genre de système qui en a moins. Et je sais bien que l'histoire est bourrée de toutes sortes de choses qui nous paraissent insupportables, que ce soit à cause des religions, à cause... Le plus souvent, les sociétés sont en transition. Et ces choses ont changé dans les 2 derniers siècles. En partie parce que l'instruction augmente. L'instruction augmente en partie parce qu'on est à l'intérieur d'un régime capitaliste. Le fait que maintenant, dans cette salle, au lieu d'avoir 3% de la population, comme quand j'étais étudiant moi-même, maintenant, c'est 60% de la population qui est là. Ça, c'est pas dû aux contradictions du capitalisme qui exploite une classe dominée. C'est dû à la production d'une richesse suffisante pour faire en sorte que maintenant, 60% des gens parviennent au cégep. Merci, Richard. Je suis obligé de t'interrompre parce que... Alors, la question est la suivante. On vit dans des sociétés libérales où est-ce que le bonheur est quand même défini de façon individuelle par chacun. Tu as insisté à quelques reprises pour dire que les gens dans nos sociétés ne sont pas heureux, ou en tout cas, ce n'était pas la formule exacte, là, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de bonheur à aller chercher dans des sociétés capitalistes et que le capitalisme était des sociétés qui engendraient un vide de sens, ou en tout cas qui avaient une certaine absence de sens. Pas besoin d'avoir les expressions exactes, c'est le genre de pensée que tu as dit. Et également, c'était présent au micro de la question de Raphaël à la fin. Tu as dit il n'y a quand même pas beaucoup de bonheur dans les sociétés capitalistes. Or, les sociétés capitalistes ont permis, parfois c'est une critique qu'on lui fait, parfois c'est un caractère positif, ont permis un certain hédonisme généralisé. Hein? Hédonisme, les gens ont du plaisir et les gens mènent leur vie comme ils l'entendent. Je sais qu'il y a des problèmes à cela. Mais qu'est-ce qui nous garantit? Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui nous permet de croire que dans des sociétés où on aura dépassé le capitalisme et où il y aura une direction consciente, okay, qu'il va y avoir autant de plaisir à vivre dans cette société que les gens semblent en avoir dans les sociétés capitalistes, semblent en avoir en jouissant du sport professionnel, en jouissant des jeux vidéo, en jouissant du système de cinéma maison, en jouissant du iPhone, en jouissant à longueur de journée de la société des biens matériels. Est-ce que c'est cela qu'il faut empêcher dans une société qui va dépasser le capitalisme? Et c'est cela, ça c'est un mal, ce type de jouissance hédoniste? Ou est-ce qu'on va quand même garantir ce genre de vie et il va y avoir plus de bonheur ailleurs, plus de sens dans quelque chose d'autre? C'est sûr que la conception utilitariste du bonheur qui est la nôtre définit le bonheur à l'aune de la quantité de plaisir que la société peut fournir à ses membres. Plaisir d'ailleurs qui peut être multiforme et indifférencié parce qu'on ne se soucie pas tellement de le définir. Donc, anything goes, comme dit le proverbe. C'est certain que si c'est ça qu'on espère continuer à faire, on est mieux de rester dans le capitalisme. Ça ne veut pas dire que dans une société post-capitaliste, il n'y aura plus de plaisir. Ça veut dire que le plaisir va être une des variables parmi tant d'autres, mais il va y avoir aussi des variables éthiques et des variables politiques, des variables morales, esthétiques, à l'aune desquelles on va réfléchir à ce qu'on est en train de faire.
Et il ne sera pas question simplement de l'accroissement quantitatif et indéfini du plaisir. C'est un problème, bon, vous le savez aussi bien que moi, qui est aussi vieux que la philosophie. Platon disait, lorsqu'on mesure tout, dans le Gorgias, il dit, lorsqu'on mesure tout par la quantité de plaisir, tout devient équivalent. Tout est indifférencié. Donc, c'est sûr que si l'objectif, c'est simplement d'avoir du plaisir, Herbert Marcuse disait dans L'homme unidimensionnel qu'on avait créé des formes de désublimation répressive. Le système maintient les gens captifs en mobilisant sans cesse leurs désirs, mais en leur offrant jamais une véritable satisfaction. Ce qui rend les gens, en fait, agressifs et qui fait en sorte que les gens sont à la fois insatiables et agressifs. Pulsions qu'on peut remobiliser par la suite pour les faire défendre, justement la loi et l'ordre, la répression policière et autres, la guerre. Hein, on peut mobiliser ces pulsions agressives qui résultent de la fausse satisfaction des pulsions de plaisir. Donc, c'est sûr qu'il y a un arrimage ici entre le plus de jouir et la plus-value, pour parler en lacanien, et qui, dans une société post-capitaliste, devrait être surmonté. Ça ne veut pas dire l'absence de plaisir. Comme en toute chose, la question, c'est la mesure. Puis ça veut dire que le plaisir va reprendre sa place au sein d'un ensemble d'autres facteurs, hein, notamment le développement de la réflexion, d'un art politique, d'une formation esthétique, éthique, morale, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'une société post-capitaliste va être ennuyeuse et austère, mais qu'au fond, ce que nous appelons le bonheur n'est pas nécessairement ce qui nous paraît bien. Actuellement, ce qui nous paraît bien, c'est l'accroissement infini des biens matériels, du plaisir, je dirais, immédiat. Parce qu'il y a des plaisirs qui sont, comme par exemple, aimer la musique classique, c'est pas un plaisir immédiat. Il faut s'initier à ça. Le plaisir de la philosophie, le plaisir de la lecture. C'est des plaisirs qui sont pas valorisés dans cette société, mais qui sont des plaisirs très profonds. Donc, les plaisirs immédiats, ce genre de machin spectaculaire, l'accroissement des honneurs, de la réputation, de la poursuite du pouvoir pour le pouvoir, ce sont toutes des choses qui sont déjà dénoncées par Platon en disant que ce sont au fond des formes qui promettent le bonheur, mais qui est un bonheur illusoire, puisque forcément, puisque la personne n'a pas d'éducation éthico-politique et philosophique, elle va faire des erreurs de jugement, devenir injuste et finir par se nuire à elle-même autant qu'à la cité. Donc, il y a quelque chose là-dedans, et l'image qui est donnée dans le Gorgias, c'est l'image du pluvier, hein, qui est un oiseau qui, à chaque fois qu'il ingère quelque chose, a sans cesse tout de suite faim. Et en fait, le personnage de Calliclès est comparé par Platon à ce pluvier, c'est-à-dire un oiseau qui n'est jamais rempli. Donc, au bout de ça, il n'y a rien. C'est la satisfaction qui laisse toujours place au besoin d'une autre satisfaction, sans réflexion sur le sens de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est sûr que là, il va falloir trouver un sens de la limite, non seulement pour le développement technique et économique, mais aussi pour le plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.